Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Suréda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien dans ce lundi 21 septembre, heureux de vous retrouver où nous allons pendant une heure parler de sport et uniquement de sport avec mes chroniqueurs et des invités acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Maxime Brossard ce soir nous présentera le Zoom de la semaine, sans oublier bien évidemment la question du jour où je vais tenter de piéger mes chroniqueurs et enfin le débat avec la performance des sportifs. Et enfin nous recevrons Philippe Cubis, le gardien des Belugas, le hockey sur glace. Avec nous ce soir un nouveau chroniqueur, Kevin Carrière. Bonsoir Kevin. Bonsoir Jean. Timothée Rouvière. Bonsoir Timothée. Bonsoir Jean, bonsoir à tous. Et Maxime Brossard. Bonsoir Maxime. Salut. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. C'est un Sportez-vous bien particulier parce qu'il y a un nouveau chroniqueur, le stagiaire qui passe au micro et surtout le retour de Romain. Alors vous ne le voyez pas vous à la vidéo, ni à la radio, ni à la vidéo sur le YouTube de Sportez-vous bien. Bonsoir Romain. Bonsoir. Comment ça va pour ce retour dans Sportez-vous bien? Parce que les 2 premières semaines vous n'étiez pas là. Et oui, ça va super. Ça fait très plaisir de revenir pour une nouvelle saison de Sportez-vous bien et j'ai hâte de commencer. Les vacances se sont bien passées. Il y a eu des vacances où ça a travaillé un peu, ça a charbonné, non? Ça a travaillé, j'ai retrouvé un travail le mois dernier. Parfait. Donc ça charbonne, ouais. Donc ça charbonne. Et Coraline n'est pas là et on salue Christophe qui remplace Coraline à la réalisation de l'émission ce soir. Merci beaucoup Christophe. Kevin, avec un nom de famille comme ça, on est obligé, on va le dire tout de suite. Kevin Carrière avec nous. Forcément, on attend beaucoup de vous, non? Rien à voir avec Eric. C'est vrai. Vous commencez à me connaître. Comment ça va? Pas trop stressé pour cette première? Non, ça va. Il y a 2 piliers de l'émission. Il faut rappeler son âge quand même. Quel âge il a? Quel âge on peut vous demander votre âge? 19 ans. 19 ans. C'est le Mbappé de la radio. Voilà. Cherchez pas, il est là. Et il y a le Viltorino Hilton à côté avec Ah oui, là, voilà. le Jérôme Keno de Sportez-vous Voilà, bien, Maxime Brossard. Voilà. Ça va Maxime? Ça va, écoutez. La forme? Il faut, on essaie de faire aller, On a fait un bon match, j'ai pas oublié. Mais surtout, oui, le five, vous voulez dire. Voilà, parce qu'on était ensemble au match de Blagnac, effectivement, et Blagnac a perdu contre Dax, malheureusement. Ça va, j'étais bon au micro? Oui, comme toujours. Hein. Là, il a assuré le show. Ouais. Mais on a eu un match de foot, oui, un match de five. Là. Incroyable. Grande Rugador, comme dit notre ami Paganelli. Ouais. Grande Rugador, il a mis, je crois, 8 buts sur 13. Ouais. C'est un five, c'est pas, le terrain fait pas 100 mètres. Ouais, mais j'ai pas trop forcé. Il y aurait moins de buts sinon d'un coup. Ah ouais, c'est le Pierre Alain Fro du five. La dernière fois, j'avais marqué 6 buts, 7 buts, et là 8. Ouais, et puis des beaux buts, un peu excentrés. Il y en a 2, on va rien dire. Il y en a 2, c'est les déménageurs bretons. Hein. Il a pris le ballon, le défenseur sous le bras, il a poussé le gardien. Tout est rentré dans les buts. Hockey sur glace. On va justement en parler. J'ai mis on va en parler en fin d'émission du hockey sur glace, mais c'est vrai que j'ai mis ce genre de but. Timothée, vous sur le football, vous êtes bon à jouer en sportif? En sportif, sur le foot, pas très performant. Alors pas sur le ping-pong. Désolé, je suis obligé parce qu'on a fait un match juste avant l'émission. Allez-y. N'est-ce pas Kevin? J'ai perdu de manière pitoyable. Oui, et j'ai gagné aussi mon match contre vous. Alors ça, fallait pas le dire. Vous êtes vraiment une chèvre. J'ai battu Timothée. C'est pas difficile de me battre. Ça vous dégoûte pas en plus, c'est ça qui est fou. Mais non, il faut un besogneux. Un jour, je vais gagner. C'est ce que je me dis contre Francky, le directeur technique de la radio. Voilà, j'espère le battre parce qu'il me bat tout le temps. Tous les lundis, il me bat et un jour, j'espère le battre. Je vois que vous êtes prêts, messieurs. On va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie, une déception. Ce soir, il y a 4 coups de cœur, coups de gueule pour 3 personnes. C'est juste Timothée Rouvière qui en a choisi 2. Alors, on va être honnête avec les auditeurs, c'est que les 3, Kevin, Maxime et Timothée, en ont choisi 3. Et à un moment donné, je les ai regardés, j'ai dit, mais personne ne parle quand même, désolé, parce qu'ils ont total, pour les auditeurs, ils ont total carte blanche. Hein, vous choisissez juste quelque chose dans l'actualité, mais total carte blanche. Et à un moment donné, je leur ai dit, mais les gars, on est à Toulouse. Personne parle du Stade Toulousain qui vient de se qualifier en demi-finale de la Coupe d'Europe. Donc Timothée, on va en parler tout à l'heure. Mais je me tourne vers vous pour commencer pour votre premier coup de cœur. C'est 2 coups de cœur. D'ailleurs, il n'y a que des coups de cœur et un coup de poing. On va en parler avec Maxime. Mais je me tourne vers vous, donc Timothée Rouvière. Le coup de cœur de ce soir, l'un des 2. On va parler du Tour de France. Ça aussi, c'est de l'actualité chaude. Le Tour de France qui s'est terminé hier et une victoire inattendue.
Tadej Pogačar, 21 ans, un Slovène qui a totalement renversé ce Tour de France la veille de l'arrivée en mettant 2 minutes à Primož Roglič, qui est quand même un spécialiste du contre-la-montre. Sur un contre-la-montre à l'avant-dernière étape, c'est pour ça qu'on va pas rester dans le cliché du cyclisme, mais il y a de gros doutes quand même sur la performance. Il y a de gros doutes, mais plus que les gros doutes, moi j'ai juste envie qu'on se rappelle de Laurent Fignon qui lui avait 50 secondes d'avance sur Clément. Et il avait perdu 89, alors, à 8 secondes, hein, mais là la performance est extraordinaire et surtout on voit ce jeune garçon, on avait déjà entendu un petit peu parler, il avait fait 2e sur le Giro l'an dernier, on voyait qu'il suivait les meilleurs en montagne et Roglič, mais on voit tout simplement, on en parlera dans le débat, que c'est pas parce qu'on a une grosse équipe avec la Jumbo-Visma qu'on gagne automatiquement, et c'est vrai que ça amène un bon vent de fraîcheur sur le cyclisme, mais ça a relancé un petit peu le suspense d'un Tour de France qui était un petit peu platonique, on peut le dire. C'est le plus jeune vainqueur du Tour de France depuis la pré-guerre, même plus loin, depuis 1904, c'est le plus jeune depuis 1904, c'est quand même une énorme performance. Alors c'est pas le plus jeune de tout le Tour de France parce qu'il n'a pas battu celui de 1904 qui est Henri Cornet de mémoire, qui avait 19 ans, mais voilà, 21 ans, c'est quand même une grosse perf. Un petit bilan vite fait, messieurs, sur le Tour de France. On salue Eric Dupri, qui est un journaliste de la radio aussi, qui de temps en temps est dans Sportez-vous bien, qui adore le cyclisme. Sans trahir les secrets hors antenne, il me disait c'est vrai que c'était un Tour de France un peu bizarre, pas de Français à suivre, c'est vrai, oui. Et en mois de septembre. C'est vrai que c'était un Tour de France un petit peu particulier avec la crise sanitaire, pas forcément beaucoup de public, des Français, on peut pas dire des Français qui ont déçu, mais voilà, il y a quand même eu Nance Peters et Julien Alaphilippe qui ont remporté 2 victoires d'étape, qui a eu le maillot jaune, mais c'est vrai que les gros favoris français qu'on attendait, Romain Bardet, Warren Barguil et surtout Thibaut Pinot, n'ont pas été à la hauteur de nos espérances. Après, d'ailleurs, Pinot déclare forfait pour les championnats du monde qui auront lieu vendredi ou samedi, je sais plus. Donc, à Imola. Voilà, tout à fait. Donc voilà, Tour de France particulier, mais vent de fraîcheur, j'ai envie de dire, avec cette jeunesse. Pogačar qui remporte 3 maillots. Donc voilà, vivement l'année prochaine voir les Français performer quand même. Kevin Carrère, vous avez suivi un petit peu le Tour de France, vous en avez pensé quoi? C'est vrai qu'il n'y avait pas de Français à suivre. L'année dernière, il y avait Thibaut Pinot qui avant de se blesser. Il y a eu Alaphilippe qui a été maillot jaune sur les 3/4 du Tour. C'est vrai que cette année, c'était un peu bizarre. Hein. Ouais, c'était un peu bizarre à suivre, mais après, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est Pogačar. Pour une fois, en fait, on a un leader qui attaquait quand il avait les jambes. Contrairement aux autres, là, par exemple, Quintana, Richie Porte, ça reste souvent dans les roues. Alors que là, on voyait un Pogačar, il a perdu du temps sur une bordure. Le lendemain, il attaque pour récupérer du temps. C'est ça qui était intéressant. C'est le fait d'être seul, c'est ça qui l'a obligé à se bouger, j'ai envie de dire, à créer sa course, en fait, à créer ses propres opportunités. Donc quand vous n'êtes pas encadré, ça me fait penser un peu, à moindre mesure malheureusement, mais c'est vrai qu'Alaphilippe, quand il a fait son super Tour de France, j'ai envie de dire, il était un peu seul, quoi. Il n'avait pas non plus une super équipe à côté de lui, et ça vous oblige à avoir du panache, quoi. On va en parler tout à l'heure, enfin dans le débat des performances des sportifs, mais c'est vrai que c'est pour Pogačar, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Pour conclure, c'est comme le dit Maxime, Timothée Rouvière, il n'y avait pas une équipe sur le papier, sans manquer de respect à son équipe. Voilà, c'est compliqué quand même. Team Emirates, c'est vrai que c'est une équipe avec souvent des coureurs qui sont un petit peu en fin de cycle, qui viennent dans cette équipe-là. Pogačar était outsider. Moi, je l'avais même placé. Pour moi, il avait perdu le Tour de France quand il perd 1,22 quand même sur une bordure. Là, Jumbo-Visma le laisse reprendre 45 secondes. C'est leur choix. Mais après voilà, est-ce que c'est une erreur de la Jumbo-Visma d'avoir laissé Pogačar reprendre du temps? Est-ce que Roglič aurait dû consolider son avance parce qu'on a l'impression que sur 2-3 étapes, comme dans le Col de la Lose, il peut gagner plus de temps? Si vous êtes directeur sportif de la Jumbo-Visma, vous ne pouvez pas prévoir ce qui va se passer sur le contre-la-montre. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un type arrive à reprendre autant de temps sur une étape qui quand même était quand même assez difficile, quoi. C'était pas un contre-la-montre vraiment de plat. C'était assez dantesque, quoi. Et grosse info, c'est à l'instant sur alerte pour l'AFP, c'est Lucas Serdic qui nous l'a envoyé. Donc c'est le parquet qui l'a annoncé à l'AFP. Une enquête préliminaire a été ouverte sur des soupçons de dopage visant une équipe qui a participé au Tour de France. Alors, ça sort d'il y a 10 minutes de l'AFP. Alors, c'est l'AFP qui l'annonce. Il y a une enquête qui est ouverte par le parquet, mais on en parlait. On parle du Tour de France. Voilà, c'est Arkea Samsic ce matin, l'équipe de Nairo Quintana et Warren Barguil a été perquisitionnée. Et c'est son leader Nairo Quintana qui a été perquisitionné. Il y a des choses qui ont été récupérées. Alors est-ce que c'est en lien? Je pense. Ça, c'est un peu con, quoi. C'est-à-dire que si t'es dopé et que t'arrives pas à gagner, quand même, c'est un fou. C'est vrai que ça serait une sacrée info. C'est vrai que tu te niques la santé pour rien, quoi, en fait.
T'es un drogué, parce quoi. que Quintana, T'es un drogué, peinard. Faut revoir le médecin, quoi. Ouais, voilà, ouais. C'est pas trop C'est ça. pas les bons Smarties. Gardez la parole, Maxime Brossard, parce que là, il y a un petit peu de dopage aussi dans le. Enfin, il y en a. On va pas faire de langue de bois. Il y en a Ouais, partout bon, il y en a un dans petit tous peu. les sports, hein, voilà. Mais il y en a aussi un petit peu dans la boxe, justement. Et Tony Yoka, on va en parler, avait été Et oui. suspendu Ouais, lui, pour c'était ça. des no-shows. Mais voilà, c'est ça. Mais on va parler de boxe avec un combat qui va venir. Ouais, voilà, ouais, donc je vais vous parler de boxe. Le retour, ça. Le retour de la conquête, le grand mot employé par Canal+ pour vendre les combats de Tony Yoka. Ce sera vendredi donc sur Canal+ et ce sera en direct de la Paris La Défense Arena. Ce sera à partir de 20h45. Le combat entre Yoka et Duhaupas donc aura lieu lui plutôt vers la fin de la soirée, vers 22h. Yoka, il n'avait pas combattu donc depuis le mois de septembre 2019 et il avait vaincu un Allemand qui s'appelait, j'allais dire, il est pas mort le pauvre. Michael Wallich, voilà, c'est son 8e combat pro, Tony Yoka, 0 défaite, 6 KO, c'est quand même un début encourageant. Et puis là, Alors, j'ai envie de dire, c'est un début encourageant, excusez-moi de vous couper. Pour ceux qui ne suivent pas vraiment la boxe ou de très loin, on va pas mentir, un peu comme moi, au début des combats, c'est vraiment des mecs qui ont mon physique. Pour reprendre votre expression, c'est des chauffeurs de bus. Les chauffeurs de Mais c'est bus, fait exprès, le expliquez un boucher petit du peu. coin, le videur de boîte de nuit. Là, c'est fait exprès, c'est-à-dire c'est pour on va dire augmenter les stats, chiffres, quoi, gonfler les stats et à partir de 14-15 combats, là vous commencez vraiment à entrer dans le dur. Mais là honnêtement, pour son 8e combat, Yoka il va viser haut puisque il va s'en prendre donc à Duhaupas. J'ai envie de vous parler de ce boxeur Johan Duhaupas donc qui est un peu le Rocky français. Voilà, il a 39 ans. C'est un taiseux, un besogneux, c'est vraiment l'archétype du boxeur à l'ancienne, dur au mal. 38 victoires, 25 victoires par KO, 5 défaites. Pour présenter un peu le personnage rapidement, on va dire c'est le seul boxeur qui n'a pas été mis KO par Deontay Wilder. Voilà. Il a eu la chance de boxer Deontay Wilder en 2015 et pour la petite information, donc il est le seul avec Tyson Fury à ne pas avoir été mis KO. Il n'a eu que 5 semaines pour se préparer avant d'affronter Wilder. Il a relevé le défi, il est arrivé, il a perdu au point malheureusement, mais il a énormément, il a très bien figuré et encore là un peu plus pour un combat qui est resté dans la légende. Là bon pour le coup c'est un combat qu'il avait perdu où il avait été mis très sévèrement KO. C'est-à-dire qu'il avait affronté un Russe qui s'appelait donc Povetkin en poids lourd, donc il s'était déplacé en Russie et il n'avait su qu'il allait affronter Povetkin que 2 jours avant. Facile. Et encore, bonne préparation. Et tenez-vous bien, il savait que Povetkin était dopé puisque Povetkin en fait avait été contrôlé positif justement à un contrôle antidopage, on en vient. Et donc l'adversaire qui devait se battre à la place a dit lui non moi je veux pas me battre contre un dopé, je refuse. Duhaupas a dit moi je viens et je te prends même si t'es dopé. Bon il a pris un KO mais ça vous résume quand même le personnage, le type n'a peur de rien, il a aucune limite et là je pense que en plus c'est quelqu'un qui encaisse énormément les coups donc ça va pousser Yoka dans ses retranchements vraiment. Timothée, c'est un bon test pour Tony Yoka, c'est presque le premier on va dire. C'est le premier vrai test pour Tony Yoka. C'est vrai, il a été arrêté 1 an pour suspension. Il n'avait pas donné son adresse pour voilà, c'est ce qu'on appelle un no-show en athlétisme. Je pense que c'est la même chose en boxe. Oui, c'est un bon test. Voilà, il va prendre des coups. Tony Yoka, c'est pas plus mal. Moi, j'ai envie de vous dire, on verra vraiment ce qu'il donne. C'est aussi important de voir qu'il n'y a pas que Tony Yoka dans la boxe française et qu'il y a aussi des garçons comme ça. Donc, ça promet un beau combat. On verra comment ça se passe. Et après, voilà, comme dit Maxime, vers le 10e, 12e, 15e combat, peut-être qu'il y aura des gros noms. Voilà, des gros noms et on a hâte de voir ça. Ça sera j'imagine chez nos confrères de Canal+. Oui. Voilà, et puis j'imagine que vous allez nous en parler je durant la saison. Je ferai le bilan lundi prochain. Durant la saison. Je me tourne vers vous, Kevin Carrière, parce que pour votre premier coup de cœur, coup de gueule, bien évidemment, on commence avec un coup de cœur. Et c'est un coup de cœur qui fait plaisir presque à tout le monde, même aux non-sportifs, dans le sens où il y a du sport de haut niveau, professionnel, en clair, en France. C'est rare. Ouais, exactement. Un accord au buzzer a été trouvé en début de semaine dernière, mardi 15 septembre, entre la chaîne L'Équipe et la Ligue nationale de basket, donc l'Équipe sera le diffuseur officiel de la Pro A, avec 40 matchs minimum de saison régulière et de play-off pour cette saison 2020-2021. Et donc il y aura un match par semaine en prime sur la chaîne L'Équipe les lundis soirs à 21h et un match sur le site. Et la programmation, c'est juste ça ? Pour le moment, il n'y a pas eu d'autres informations sur les 7 autres matchs. Donc, en attente. Il y aura peut-être RMC ou Beansport. RMC était le diffuseur là depuis 2015. Oui, c'est vrai que c'était RMC qui avait la Pro, oui, bien sûr. Mais bon, malheureusement, ils n'ont pas souhaité continuer le contrat et surtout, ils n'ont pas payé les environ 5 millions restants de la saison dernière. Quand même, ça c'est sympa ça. Donc normalement, ce sera pas interrompu. Normalement, ce sera pas RMC, peut-être Beansport. Enfin, on va voir. Sûrement Beansport d'ailleurs. Ouais, exactement. Ouais.
Donc le premier match télévisé sera le vendredi 25 septembre, donc ce vendredi, entre Dijon et l'Asvel. Donc Dijon, un gros club qui faisait partie du trio de tête l'année dernière et qui est qualifié pour le Final 8 de Ligue des Champions. Alors la Ligue des Champions, pareil, c'est pas la même chose que le football et que le handball. Je me la pète, mais c'est quand même Mehdi Guillaume qu'on salue qui me l'a expliqué. Ouais. C'est l'équivalent de la 3e Coupe d'Europe. Ouais, voilà. C'est la 3e Coupe d'Europe. Contre l'Asvel qui est un monstre du basket français. Ouais, qui du coup lui est en Euroleague pour la 2e saison qui avait commencé l'année dernière. Et donc voilà, après pour ajouter, il y aura aussi 5 matchs de Ligue féminine qui seront prévus. Il y a la Ligue féminine qui est dedans aussi. Voilà, et les finales des Coupes de France hommes et femmes. C'est une bonne nouvelle, Timothée, quand même, d'avoir du sport en clair. C'est une bonne nouvelle d'avoir du sport en clair. On en parlait tout à l'heure hors antenne. C'est vrai que l'équipe propose des sports différents. On voit du triathlon, on voit de la pétanque, on voit du basket. C'est vrai que ça s'est fait, comme disait Kevin, un petit peu au dernier moment. On ne savait pas trop qui allait le reprendre. Un peu comme le foot, hein. Enfin, Téléfoot qui prend le foot, où on savait que c'était depuis longtemps, mais la chaîne allait arriver 5 jours avant. Mais après la Ligue 1 a quand même un peu plus d'importance et de poids que la JP Elite. Après, peut-être que ça va permettre d'apporter de nouveaux sponsors, de nouveaux investisseurs. Cette médiatisation de la JP Elite, et je pense qu'elle en a besoin parce que il y a l'Asvel, il y a 2-3 autres clubs, mais c'est vrai qu'il n'y a pas il y a Monaco qui est pas mal. Il y a Monaco qui est pas mal aussi, mais après quand on compare avec la NBA, c'est vrai qu'il y a un monde entre les deux. Rien n'est comparable à la NBA. Et on aimerait que le basket français en club en tout cas soit plus performant qu'on l'a connu les dernières années. Gardez la parole, Timothée Rouvière. On va parler quand même d'un club qui performe super bien même d'ailleurs. Surperforme, oui. C'est le Stade Toulousain. C'est le Stade Toulousain. On était bien évidemment obligé d'en parler. Victoire 36-8 contre l'Ulster. Voilà, un club irlandais qui était un peu la bête noire du Stade Toulousain. En plus, démonstration, j'ai envie de vous dire. On avait été un petit peu inquiets sur le premier match du Stade Toulousain. Il y avait eu une défaite. Après, c'était bien repris lors du deuxième match de championnat. Et là, démonstration, doublé du magicien Colby, du jeu dans le désordre, des actions un petit peu loufoques et ubuesques. Je pense notamment à. On remet son short. Voilà, à Sofiane Guitoun qui remet son short juste avant de faire la passe à Antoine Dupont pour marquer l'essai. Donc très beau match du Stade Toulousain, ça fait plaisir à voir. Le Racing a très bien joué contre Clermont. Et c'était le favori de Maxime. Donc c'était le favori de Maxime. Enfin le Racing, l'un des favoris. Oui, je vous l'avais dit. Après, pour moi, je maintiens ce que je dis. Là, pour moi, ce sera les Saracens qui vont remporter la Coupe d'Europe. Ils ont battu le Leinster. C'était pour moi la finale avant l'heure. Après, le Stade aura forcément une carte à jouer. Je le vois bien aller en finale. Je pense qu'ils battront Exeter la semaine prochaine. Je pense que ça va être c'est samedi après-midi chez nos confrères de France 2. Là aussi, c'est en clair. C'est bien ça. Ah oui, en plus, ça va être un feu d'artifice. Si vous aimez le beau rugby, le rugby de mouvement, c'est là qu'il va falloir regarder. Oui, c'est vrai, je pense qu'en plus aussi, ce qu'il va falloir regarder, c'est la météo pour la finale. Voilà. S'il pleut, je pense que le Stade sera peut-être un petit peu handicapé. Mais bon, là, ils nous en ont mis plein les yeux. Là, c'est magnifique. Il y a beaucoup d'actualités, de l'actu chaude, même très très chaude, comme tout à l'heure un communiqué du TFC Auxerre pour ceux qui voulaient aller voir le match de Ligue 2 entre Toulouse et Auxerre le samedi prochain. Il est malheureusement à huis clos. On sait que c'est pas à cause du coronavirus. Et tout à l'heure, Novak Djokovic a remporté l'ATP de Rome contre l'Argentin Schwartzmann 7-5, 6-3 avant Roland Garros. Et justement, les produits de Roland Garros, les balles, les t-shirts, les bidons, les gourdes sont à retrouver chez notre partenaire Intersport. Merci messieurs, nous on va pouvoir passer au Zoom de la semaine. Le Zoom de la semaine de retour. La semaine dernière, on avait parié sur Toulouse-Sochaux. Et avant de parler, on va parler du handball avec vous, Maxime Rossard. Mais juste avant, écoutez les paris de la semaine dernière. Marek Keta, un pronostic si vous voulez rester dans l'émission. C'est maintenant. 3-1 Toulouse. Timothée Rouvière. 3-1 aussi. Lucas Serdic. 2-1. Coraline. 2-1 aussi. Maxime. 3 partout. Mehdi Guillaume. J'ai parié 2-1 pour Sochaux. 1-0 pour Toulouse. Et donc le vainqueur, c'est Maxime Brossard. On va le rappeler. Incroyable. Lucas avait dit. Tout le monde avait dit victoire de Toulouse, sauf Mehdi qui avait dit victoire de Sochaux. Et le seul qui a dit match nul, il y a eu 0-0, c'était 3 partout. C'est vous, Maxime Brossard, du génie. Ouais, là c'est vraiment de la chance plutôt, parce que c'est n'importe quoi. J'ai dit 3 partout. On est pile sur le bon score là, comme j'allais au match et que je vais quasiment jamais voir du foot, je me suis dit allez, je vais voir des buts. Et puis non, il n'y a pas eu de but. On y était ensemble. J'étais un peu stressé à ce qui paraît. Ouais, vous étiez très anxieux, ouais. Mais ça s'est bien passé. Il y avait une bonne ambiance en tribune. Il y avait beaucoup de Sochaliens d'ailleurs. Ah ouais, alors ça. Ouais, ça, fallait le noter. Vraiment, j'ai été étonné. Beaucoup de ils ont Sochaliens. la motivation de descendre. Il y en a un devant nous qui était
de la ville de Mèche que je connais et qui était devant moi. 3 personnes juste au rang devant nous. Même quand on arrivait au stade, il y avait beaucoup de Sochaliens. Ouais. C'est normal, on envahit toute la planète. Ça déplace des foules, hein. Bon, on va parler d'un sport qui est quand même difficile à parier parce que c'est un peu comme le rugby en général. Là, c'est pas des essais, des points, il y a beaucoup de buts. Ouais. On va parler du handball, la reprise du handball. Ouais, voilà, je vais essayer de mettre en lumière modestement la reprise du handball. On va dire c'est pas mon sport de prédilection, mais bon, je vais vous en parler parce que ça vaut le coup quand même. Ce sera samedi, donc la première journée, samedi à 20h de Lidl Star League. Le déplacement du Phoenix de Toulouse à Chambéry. Bon, c'est reparti pour les Toulousains qui en plus cette année ils ont la Coupe d'Europe à jouer la Ligue européenne, c'est bien ça? C'est l'équivalent de la Ligue Europa, du Challenge européen de la pour Challenge le Cup pour le rugby, c'est la deuxième Coupe d'Europe. Oui, puis ils avaient fait 5e l'année dernière. C'est ça, et ils commencent dès demain. Voilà, demain ils vont en Roumanie. Demain ils vont en Roumanie. Bon. Donc voilà quoi. Bon, je préférais mettre en lumière plutôt le match de Leader Star League, surtout que Chambéry c'est un club qui est bien connu par l'entraîneur Philippe Gardan puisqu'il a débuté sa carrière d'entraîneur là-bas justement. Et il a été champion de France. Il avait été champion de France avec eux exactement. Le Phoenix, voilà, ils ont pris un petit coup de jeune pendant l'intersaison. Ils ont eu un effectif un peu renouvelé, ils sont on va dire quand même renforcés. Et ils ont sécurisé Luc Steins qui est quand même un peu la star de l'équipe là jusqu'en 2022. Et il y a les arrivées donc j'ai noté de Kempf qui est un joueur du PSG. Qui joue au PSG, ouais. Et il y a eu aussi donc Borzas, Sokolic et Veira, donc c'est plutôt un recrutement. Il y a notamment 2 joueurs qui sont quand même plutôt jeunes. Il y a une équipe qui va être plutôt jeune et donc c'est vraiment un nouveau challenge qui va commencer pour le Phoenix avec quand même un décador quand même parce que c'est quand même une équipe réputée Chambéry, même s'ils avaient fait 9e je crois la saison passée à l'arrêt. C'est un peu plus compliqué pour Chambéry là, depuis quelques saisons, mais ils ont été très performants au cours des années 2010. On avait fait un match amical ensemble d'ailleurs de pré-saison. Oui, on avait fait Nîmes. Vous avez travaillé pour J'avais travaillé pour Midi Libre. J'avais fait Nîmes et Limoges. Comme quoi, voilà, on connaît rien au hand, mais bon, on peut écrire des articles. Hein, c'est pas incompatible. Chambéry, Phoenix. On va parier, messieurs. Je vais donner la parole à Romain tout de suite. Romain, on va parier. Alors, il va falloir être très fort, Romain, parce que vous avez 2 semaines de retard, donc il y a des points. Et d'ailleurs, vous le verrez sur les réseaux sociaux de Sportez-vous bien sur Facebook, Twitter et Instagram. C'est Maxime qui est leader du classement. Faudra un trophée d'ailleurs. C'est ça, on créera à la fin de la saison. Et d'ailleurs, je vous dirai quelque chose après, Jean. Je vous expliquerai une technique. C'est que je pense que ma régularité peut me faire gagner. C'est vrai. Si je suis souvent là. Et on fait un classement sur les pronostics et la question du jour. Romain, je vous écoute. Alors, je vous avoue que je suis de très très loin le haut de C'est ça qui est marrant. Français. C'est ça qui est bon. Allez-y. Mais je vais dire 2-0, il va dire. Non, je vais dire 25-21 pour Chambéry. Allez, 25-21 pour Chambéry, ce qui est largement faisable. Vous notez, Jean, allez-y. Je note. Kevin. Moi, je vois le Phoenix, je dirais 24-26. 24-26, donc 26-24 pour le Phoenix. Je suis un peu d'accord, mais il y aura plus de buts. Allez, je donne mon pari maintenant. Je vois un 29 pour Chambéry et 31 pour Toulouse. C'est des matchs où il y a des buts, ça en général. Ouais. Maxime Brossard. Moi, je vais vous dire 33-30 pour Chambéry. 33-30, là aussi, ça va être des 30 parce qu'en général ça score beaucoup. Timothée Rouvière. Je vois aussi beaucoup de buts, moi je pars sur un 31 pour le Phoenix et 27 pour Chambéry. Et 27 pour Chambéry, en fait c'est partagé, voilà. C'est partagé donc... Et il va falloir faire vraiment au but près là. Va falloir compter au but près. Et on verra lundi prochain les résultats du résultat donc entre Chambéry et le Phoenix. Toulouse handball en espérant que le Phoenix fasse une très bonne saison. Merci messieurs, là on va s'amuser, on va passer à la question du jour. Sportez-vous bien ? La question du jour. La question du jour, comme vous le savez, j'ai 4 minutes pour battre les chroniqueurs. Ouais. Romain joue bien évidemment avec nous. La question du jour, ça va être du football. Aujourd'hui, c'est bizarre, je vous donne le sport. Hier, Metz a battu Reims 2-1 grâce au doublé de Nian contre un but de Dia. Vous ne le savez peut-être pas, messieurs, et c'est justement ce que je vais vous demander, mais cette affiche est dans l'histoire du championnat de France. Pour quelle raison ? Metz-Reims ? Metz-Reims. C'est pas... Est-ce que c'est un lien... dans du championnat, vous avez dit, donc ça concerne le championnat de France. Je redis, cette affiche est dans l'histoire du championnat de France. Ah, donc c'est championnat. Faut pas partir sur les coupes et tout ça déjà. Voilà, donc pourquoi ? Allez, c'est parti. C'était le premier match de Ligue 1 ? Premier match de Ligue 1, non. Non, pas le premier match de Ligue 1. Déjà, est-ce que c'était au 21e siècle ou au 20e siècle ? C'était au 20e siècle. Vous voulez la date ? Oui. Le 29 décembre. Oui. 1956. D'accord. Est-ce que c'est une histoire de score ? Il y a eu beaucoup de buts ou peu de buts ? Je peux vous donner le score. Reims a battu Metz 2-1 avec un but de Bligard et de Hidalgo pour Reims et de S pour Metz devant 2406 spectateurs. Metz-Reims...
Après, 56, Oui, 56. c'est l'année où ils sont allés en finale de la Ligue des Champions, Oui. Reims. Oui. Est-ce que c'est parce qu'ils ont joué avec une équipe de jeunes ou d'amateurs Non, peut-être c'est pas. Enfin, se il y avait préserver des jeunes, il y avait de tout. il y avait des jeunes, mais c'était des C'est pros. par rapport à un fait dans le match ou... Un fait dans le match, non, c'est pas dans le match, non. C'est par rapport à une conséquence sur un classement. Final. Du tout, Ouais, du tout. Ah, il y a des bonnes questions, c'est ça. On va avancer vite. Je pense qu'il y a des bonnes questions. Et d'ailleurs, Christophe, Dans l'histoire. s'il veut participer, Ouais. il peut participer, qui est à la réalisation de l'émission ce soir. Est-ce qu'il y a eu un incident pendant le match? Un incident, non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Ça aurait pu, mais pour être honnête, c'est par là rapport c'est à pas un mon piéger que joueur. je dis ça. C'est Mais par rapport à un joueur, par un joueur, non. à un entraîneur. Supporter non Oui, plus. c'est en décembre, donc. Enfin, il y a peut-être un lien avec les supporters, mais ne vous arrêtez pas Par sur rapport ça. aux conditions climatiques peut-être. Conditions climatiques, non. C'est vrai qu'un 29 décembre à Reims, faut quand même. Ouais. Oui, Bon, bah, surtout en je confirme. 1956. Je confirme. Ah oui, c'est vrai. Mais non, ce n'est pas ça. Il vous reste 2 minutes. Est-ce que c'est pas par rapport. Non, pas par rapport à la météo. Et je pense à mon parrain qui nous écoute toujours, Claude Lebas, qu'on salue comme d'habitude tous les lundis. C'était à Et là, Reims ou il avait c'était à trouvé. Metz? C'était à Reims. Reims-Metz. 2-1 pour Ah, Reims. ils étaient quand même pas mal. Est-ce que c'est un lien avec le stade? Avec le stade, non. Mais je vous ai donné l'affluence. Il y avait 2406 personnes. Est-ce que c'est Parce que c'est moi, je peu pense- moi ça me paraît peu en fait. Moi, je pensais que c'était un match par rapport au fait que c'est en nocturne, peut-être. Non. Genre, premier Moi, c'est vrai match, qu'il aurait pu faire premier match plus en tôt, nocturne. enfin, l'hiver, Premier match ouais. en nocturne de la Ligue 1, quoi. C'est vrai. Non, Ouais, c'est pas ça. Ça me paraît peu moi en termes de spectateurs 2400, je sais pas si c'est l'époque qui fait que mais je sais Parce pas. qu'il y a eu le déplacement, première fois que les supporters ont pu se déplacer à l'extérieur. Non. Enfin, je genre, pense pas. Je pense que ça c'était ouais. avant. Est-ce qu'il y avait une pandémie Ah non, et pas voilà à et cette donc époque-là, pas en pas le- 56 quand même, non? Non, Il y a- du tout. Il y a eu l'hiver qui a été rude là. Je sais plus si c'est le 53 ou le 56. Alors, Celui de l'abbé Pierre là. Vous étiez pas né pour le constater Mais non, mais. Oh, quand même. Dans les années Non, 50. il vous reste 1 minute, messieurs, et je sens que je vais gagner. C'est très simple en plus, c'est très simple. Est-ce que vous avez une idée, Christophe, ou pas? Pas du tout, pas du tout. Les Il me fait cartons. signe, pas du Les tout. cartons. Les peut-être. cartons. Les cartons, non, c'est Les pas les remplaçants, cartons. les Et remplaçants. on n'est pas obligé en plus, pour trouver ça, on n'est pas obligé de suivre le foot, Mais par c'est exemple. un lien avec les spectateurs, ça. Un lien... Spectateurs, il y a un vaste lien, mais ne vous arrêtez avec les pas. politiques Non, peut-être du les tout. personnes Il présentes. vous reste 15 secondes et je pense oui, que je vais gagner. Bon, on est cuit là. Envahissement de terrain. Envahissement de terrain, non. Ah, Ouais. enfin, 2400 personnes qui envahissent, ça va. Hein. Ah ouais, Est-ce ouais. qu'il y a eu un accident, une tribune qui a chuté, quelque Du chose tout, comme ça du tout. Mais vous y êtes plus là. Oh, Ah on- non mais c'est gentil de le Et rappeler. je vais vous C'est trop donner vague, la on a réponse. compris. C'était trop Je vague. vais vous donner la réponse. Vous avez perdu, donc j'ai gagné. Ouais. Le 29 décembre 1956, c'est la première fois devant les caméras de l'Office de radio-télévision française de Ah oui, d'accord. l'ORTF Mais il qu'un part match trop loin. passe. Premier match diffusé. C'est le premier match diffusé Ah, de ouais. football de l'histoire en France. Ouais. Metz-Reims. Alors Reims, club recevant, touche 50 000 francs. Ah, Alors bien. ça fait 7 600 euros, donc vous avez compris que Ouais. T'achètes rien, quoi. c'est strictement rien aujourd'hui. Ouais. Il faudra attendre la saison 1964-1965 pour revoir un match à la Ah. télévision. Il faudra attendre 8-9 ans pour C'était à revoir la un match radio avant, ouais. à la télévision. Et c'était beaucoup plus à la radio. Ouais. Et c'est vrai que ça a tendance à s'inverser aujourd'hui, même Ouais, tout ouais. sport confondu. hein. Puis même, imaginez, à l'époque, le lendemain, vous deviez aller acheter le journal pour voir les résultats, quoi. C'est vrai. Vous n'étiez pas comme maintenant. C'est vrai. La frénésie, c'est vrai que c'est fou quand on y repense. La distorsion du temps, ça n'a rien à voir, quoi. C'est vrai que ça fait bizarre. Vous étiez à Reims. On est le 29 décembre. On en rigolait. Il faisait froid, non? Je crois que j'étais à Reims le 29 décembre 2019. Il fait quand même froid. Il fait quand même très C'est très vrai. froid. Moi qui suis pas forcément frileux, j'y suis allé avec une petite veste, etc. Mm. Tout simplement. Et c'était un Reims Saint-Etienne, je crois bien. Et Et là, là, c'était assez Ah oui, terrible, et là, un là, gros match. où il y avait un lien avec peut-être l'hiver, c'est que les gens préféraient être chez eux le 29 Ouais, j'imagine, décembre. ouais. Et Oui. le lien avec Ah, les ouais. spectateurs, les Ouais, téléspectateurs, voilà, Ah, bah, c'est pour ça qu'il y avait... n'empêche, en On 56, était loin quand même. hein. Je sais pas s'il y avait beaucoup de monde qui avait la télé. Honnêtement, je sais pas. peut-être pas beaucoup de monde. Peut-être Ouais, pas beaucoup ouais, de monde. ça, c'était Mais quand même Mais le c'est vrai, luxe, mais quoi. c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a du monde qui est à la télé. Et notre invité Mm. qui arrive dans les studios. Voilà. Et justement, notre invité, on le retrouve dans moins de 4 minutes. À tout de suite.
Portez-vous bien. Le débat. Et juste avant le débat, un message de Coraline qui ne peut pas être là mais qui nous écoute, d'ailleurs on la salue, et qui a parié parce qu'elle veut prendre des points, les absents ont le droit de jouer, mais il faut me donner avant la fin de l'émission, et elle a donné un 25-22 pour le Phoenix. Donc voilà, comme ça on aura la réponse. Alors le débat, on retient toujours les vainqueurs, on en parlait tout à l'heure, toujours les sportifs qui gagnent, que ce soit par équipe ou seul. Mais justement, certains sportifs dans le sport collectif sont bien plus importants, par exemple qu'une équipe ou un pilote ou un cycliste a la gloire uniquement pour lui. Messieurs, la question est simple, est-ce qu'on peut performer seul aujourd'hui? Timothée Rouvière. Oui, à certaines conditions. Kevin Carrière. Est-ce que c'est possible? Oui. Mais... Maxime Brossard, il y a un mais. Je vais t'en performer seul. C'est compliqué, hein. Je vais dire non. Non. Alors le oui mais, pourquoi Kevin? Oui mais, tout simplement la performance de Pogacar le montre, hein, qu'on peut tout seul. Mais le mais parce que c'est quand même assez rare, hein. On n'a pas ça tous les ans, on peut voir en cyclisme combien de fois la Sky domine depuis des années, et c'est le seul avec Ineos aujourd'hui. Ineos du coup. C'est le seul avec Nibali qui a réussi à casser cette série de la Sky sur le Tour de France. Et parce que voilà, Ineos, c'est vraiment pour ceux qui aiment le rugby ou qui aiment le football, Ineos au cyclisme, c'est le Paris Saint-Germain en foot en France. C'est le Real Madrid. C'est le Real Madrid, c'est vrai. Il gagne quand même des trucs. C'est le Real Madrid et c'est le Stade Toulousain pour le rugby. Là, on a le droit de dire Stade Toulousain. Oui, là, on est champion d'Europe, quoi. Là, on a le droit. Vous avez dit non, par contre, Maxime Brossard, le sportif de l'émission. Parce que vous avez besoin de moi pour courir. Exactement. Mais en plus, il y a un peu de ça finalement quand vous faites du sport. Même si vous faites un sport individuel, vous avez besoin d'un préparateur. Vous avez besoin d'un diététicien, vous avez besoin de toute une équipe qui est derrière vous. Je pense que certains vont dire les sports mécaniques, oui, mais bon, c'est pas les pilotes qui changent les roues quand ils arrivent au stand. Donc pour moi, même dans les sports les plus individuels, aujourd'hui, c'est quasiment impossible de performer seul. Il faut forcément une grosse équipe derrière. Vous êtes d'accord avec ça, Timothée, ou pas du tout? Je suis d'accord, moi je dis oui avec certaines conditions. Maxime parlait de la Formule 1. En Formule 1, par exemple, c'est compliqué. On le voit bien avec les Mercedes qui surdominent depuis des années et des années. Hamilton bénéficie de la meilleure voiture, de la meilleure équipe, des meilleurs pneus, des meilleures stratégies de course. Et c'est vrai que c'est très très compliqué de remporter une course à la place d'Hamilton. Mais c'est possible quand vous avez des stratégies qui sont diverses. On l'avait avec Gasly, quand vous avez le temps qui se mêle de la partie, c'est possible. Mais voilà. Mais après, sur d'autres sports, moi je pense notamment au tennis, je pense notamment au vélo, c'est possible. C'est possible. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une énorme équipe, etc. Si le coureur seul ou l'athlète est bien préparé, il y a possibilité de remporter des belles victoires. Mais après c'est vrai que c'est pas forcément fréquent. Après, pour le cyclisme, par exemple, on a besoin d'un coéquipier. C'est-à-dire, on prend le leader d'une équipe pour que ça parle à tout le monde. On va prendre Alaphilippe qui est leader de son équipe. Pour le grimper tout en haut, pour qu'il gagne l'étape, il faut que les mecs soient devant lui, vous savez, pour tracter, entre guillemets, il les tracte et tout. Donc il y a quand même besoin de quelqu'un. En fait, mais c'est vrai que malheureusement, l'exemple de Pogacar, c'est ça, c'est le contre-exemple. Un contre-exemple énorme. C'est le contre-exemple parfait. Et pour Julien Alaphilippe, moi je pense que c'est pas forcément le bon exemple, c'est parce que Julien Alaphilippe, c'est un coureur phénoménal qui attaque, qui joue à l'instinct, qui joue à la pédale et qui n'a pas forcément besoin d'une équipe. On l'a vu sur le Tour l'an dernier pour performer, mais après c'est vrai que c'est compliqué quand on est seul sur le Tour de France de contrer toutes les attaques. Le principe d'avoir en fait une équipe sur le Tour de France dans un sport comme le cyclisme, c'est de contrer toutes les attaques, et je suis sûr que Pogacar n'aurait pas remporté si dès le début il avait pris le maillot jaune, parce que son équipe n'est pas capable de contrôler en tout cas. C'est vrai que sur le cyclisme, là on parle d'un tour, donc on parle de plusieurs semaines de course, mais c'est vrai que sur des courses d'un jour, je pense à du Milan-San Remo ou des choses comme ça, c'est vrai que le cyclisme est le contre-exemple parfait. Vous pouvez avoir un type qui n'a pas forcément une super équipe, qui est tout seul et qui se dit aujourd'hui vas-y boum ça part et je tente mon coup et il réussit à gagner. Ça aide. Mais d'ailleurs il y a les championnats du monde où pas obligé d'avoir une grande équipe, mais par contre le mec est très fort, il va aller au bout quoi. Oui non, mais après on parlait aussi par exemple des sports individuels, des sports collectifs, j'en parlais tout à l'heure. C'est vrai qu'aussi que on va y revenir tout à l'heure. Allez-y. on va y revenir Maxime. Juste avant, je veux rester un petit peu sur le cyclisme, parce que c'est vrai que c'est l'exemple, il y a l'exemple et le contre-exemple dans un même sport qu'est le cyclisme. On va prendre l'exemple de Jumbo Visma qui était leader jusqu'au contre-la-montre samedi. Ils se sont fait battre, ils se sont fait prendre sur la fin. Est-ce qu'il n'y a pas l'effet inverse, avoir trop de confiance, on se sent trop fort, on est assuré de gagner? Il peut avoir l'effet inverse. Moi je pense et justement les coéquipiers font moins le travail parce que
bon c'est bon, 60 secondes, alors c'était un contre-la-montre, pareil, mais je veux dire, juste avant, il y avait la possibilité de creuser l'écart sur le classement, ça n'a pas été fait, ils ont voulu trop gérer, ils se sont fait avoir. La première chose qu'il faut dire, c'est que la performance de Tadej Pogačar est phénoménale. Bon, on en reparlera sûrement pendant de longues années, ça marquera l'histoire du Tour. Mais c'est vrai qu'après, les Jumbo-Visma, ils ont dominé, ils étaient encore 3 en montagne ou 4 en montagne, on pense à Sepp Kuss, à Wout van Aert, dans les plus gros cols. Ils ont une belle équipe. Voilà, une très belle équipe, mais ils n'ont pas creusé. Et on avait l'impression que quand Pogačar était un petit peu limite et que Roglic avait la possibilité de grappiller des secondes, il n'a pas fait. Alors pourquoi est-ce que c'était une consigne d'équipe? On en parlait avec Maxime tout à l'heure. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de ce genre de performance parce qu'à chaque fois, le maillot jaune arrivait sur le contre-la-montre final avec 2, 3, 4 minutes d'avance et ça aurait suffi. Mais là, 57 secondes, c'est un petit peu trop de jeu, surtout devant la performance de Pogačar. Vous avez parlé tout à l'heure, Maxime Brossard, de la Formule 1. Je ne sais pas si Kevin est d'accord. La Formule 1, le tennis, c'est un peu le même délire ou absolument ou pas du tout. C'est pas la même chose parce que on est vraiment seul par contre sur de la Formule 1 et sur du tennis. Ouais, mais après, la Formule 1, c'est quand même la voiture qui fait beaucoup. On est d'accord. Alors qu'en tennis, la raquette, voilà. On fait rien, à part renvoyer la balle. Il y a l'entraîneur quand même, après aussi, il y a toute la préparation, tout ça. Mais il y a encore un contre-exemple. Marion Bartoli, quand elle gagne à Wimbledon en 2011, il n'y a pas forcément d'encadrement derrière. Mais c'est vrai, comme dit Kevin, c'est vrai que quand il y a la voiture, ou même en MotoGP, quand il y a la moto qui assure derrière, ça aide beaucoup, qu'on soit un très bon pilote ou un pilote un peu moins performant. On parlait du sport individuel. Vous vouliez parler du sport collectif. On va en parler justement du sport collectif. Ou est-ce que ça marche aussi dans le sport collectif? Est-ce qu'on peut gagner seul un match? C'est un peu plus compliqué. On en parlait avec Kevin, on parlait de la NBA, on parlait de Antetokounmpo. On disait que finalement c'est peut-être le meilleur joueur de la ligue de basket. Donc, mais finalement il n'a pas réussi à amener son équipe loin dans ses playoffs. Alors que il y a des joueurs, par exemple, on va prendre LeBron. Il a justement à côté de lui un joueur comme Anthony Davis qui lui permet justement de compenser si jamais lui il a une petite méforme. Alors que justement au niveau de la préparation individuelle, LeBron James c'est quand même un des athlètes les mieux préparés de la terre. J'ai vu qu'il dépensait $1 million par an pour son corps, c'est-à-dire pour son cuisinier, sa préparation physique, tous les gens qui s'occupent de la récupération, tout ça quoi. Donc Kevin, vous suivez beaucoup le basket, vous aimez le basket. Est-ce que c'est le sport collectif où il y a plus la place à l'individualisme? Bah oui, exactement, parce qu'on voit beaucoup de matchs, surtout en NBA, des joueurs qui mettent 30-40 points. Mais le contre-exemple, là, c'est Antetokounmpo, il peut mettre 30 points, là, comme il a mis face à Miami, mais ça gagne pas. Ça gagne pas. Et là, par exemple, l'exemple, là, c'est Anthony Davis cette nuit, qui a mis un buzzer beater qui a donné la victoire aux Nuggets, qui a justement secondé LeBron James. Donc c'est vraiment le lieutenant quoi. Il faut quand même avoir un lieutenant, c'est le bon terme, c'est un capitaine. Il y a le capitaine, il y a le lieutenant. Comme à l'époque de Golden State, vous aviez Steph Curry qui marchait sur l'eau. Mais à côté, vous aviez Iguodala, vous aviez Green aussi. Pour Michael Jordan, avec Pippen et tout à côté. Exactement. Je pense qu'il était serein, Michael Jordan. Et après, quand t'as Klay Thompson et Kevin Durant. Timothée Rouvière, vous êtes d'accord avec ça? Des fois, dans le sport de haut niveau, enfin dans le sport collectif, pardon, le football. Prends l'exemple du football, où par exemple le Stade Toulousain hier, Colby fait gagner le Stade Toulousain, Ronaldo fait gagner la Juventus de Turin, le rugby, Maxime Brossard fait gagner Blagnac. Il y a 50 ans. C'est un peu particulier pour le rugby, je suis d'accord. Quand il y a une très bonne individualité dans un sport collectif, ça aide, ça tire l'équipe. Moi je pense que ça tire plus l'équipe vers le haut que ça permet de faire gagner un match. Il y a des joueurs qui peuvent faire débloquer, mais après il faut que les autres joueurs soient au niveau, parce que comme dans un sport collectif, on peut pas gagner un match tout seul, ou en tout cas c'est compliqué. On le voit avec Colby hier par exemple, le Stade Toulousain. Si on lui fait pas la passe à Colby, il peut pas remonter c'est tout même le terrain. pas parler de la passe, c'est au rugby, c'est vraiment le sport collectif où seul on va dire l'individu n'est rien. Vous pouvez même avoir Johnny Wilkinson qui va mettre toutes les pénalités. Au rugby, tout commence devant. Si vous n'avez pas un bon paquet d'avant, si vous n'avez pas 8 avants combatifs qui vous permettent de récupérer les ballons et d'envoyer du jeu derrière ou de grappiller des pénalités, vous pourrez rien faire. Donc c'est indéniablement le sport où on peut quasiment, où il peut pas y avoir véritablement d'exploit individuel quoi. Je pense par exemple, pour parler du hockey, on va parler tout à l'heure du justement hockey, le hockey, il peut y avoir ce côté-là un peu où un joueur peut faire la différence à lui seul. Je pense à Wayne Gretzky par exemple, qui était la légende du hockey. Il arrivait quasiment à remporter des matchs à lui tout seul, et c'était la folie, un peu comme Maradona qui a gagné le championnat avec Naples. Il y avait d'ailleurs un super documentaire hier dans les années 80-90. C'était monstrueux, il était l'équipe en fait quoi. Mais au rugby vous pouvez pas faire comme ça, c'est impossible. Et c'est la même chose au foot. Messi, Ronaldo,
Neymar et Mbappé peuvent planter des buts devant, mais si derrière il y a une défense qui est si pas c'est là, en défense, ils vont pas gagner. Hein. Voilà, s'il y a une défense derrière qui assure pas, c'est compliqué. S'il y a personne au milieu qui leur donne les ballons et qui font le lien entre la défense et l'attaque, et ben ils peuvent pas faire gagner l'équipe. Merci beaucoup messieurs. Nous on va passer à notre invité de la semaine. Sportez-vous bien. L'invité. Notre invité est un gardien de but et le gardien de but des Belugas en hockey sur glace. En France depuis 10 ans, le Tchèque Filip Kubis apporte toute son expérience à Toulouse et nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Philippe, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous dans Sportez-vous bien. Pour finir un petit peu avec le débat, vous avez entendu le débat, vous êtes d'accord avec ça? Par exemple, vous faites du hockey sur glace, vous êtes gardien, c'est une individualité, peut-être plus qu'ailleurs. Enfin, le gardien est quand même un poste à part, on va en parler aussi tout à l'heure. Voilà, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a besoin d'individualité plus forte aussi dans le hockey sur glace pour gagner un match. Vous êtes d'accord avec ce qui s'est dit ou pas? Oui, je suis d'accord, mais je suis aussi d'accord qu'un seul joueur peut rien faire tout seul. Parce que par exemple, même si le gardien n'a pas pris un seul but, il a toujours besoin de quelqu'un qui marque au moins un. Donc, c'est vrai. Et des fois, j'imagine que de vous, de votre place au but, est-ce que des fois vous ragez un petit peu, vous êtes un peu énervé sur vos coéquipiers? Mais Marc, c'est facile et tout. Et à l'inverse, ils peuvent s'énerver si vous prenez un but, quoi. Oui, je pense que si vous demandez à mes coéquipiers, ils peuvent le dire. Je suis bien, oui, je vais dire énervé, mais surtout dans les matchs, j'aime bien l'émotion. C'est pour ça que je joue des sports. Du coup, oui, des fois un peu trop, c'est vrai, mais c'est comme ça. On sent l'accent. Pourquoi? Parce que vous êtes tchèque, en France depuis 10 ans. Vous avez joué à Reims, vous avez joué à Tours. Racontez-nous un petit peu cette arrivée en France de République tchèque. Oui, j'ai commencé à jouer à Reims parce qu'il y avait une amie qui a déjà joué une saison avant et m'avait demandé si je voulais pas essayer de jouer en France. Et du coup, finalement, je lui ai dit oui. Ça peut être une bonne expérience. C'est aussi apprendre une langue. C'est vrai que j'ai parlé anglais un petit peu avant, mais quand même améliorer mon anglais. Après, essayer d'apprendre le français. Ouais. Et vous parlez bien le français en plus. Merci. Ça va, c'est une bonne langue. C'est difficile à apprendre à ce qui paraît. C'est vraiment difficile, ouais, c'est vrai. Au début, en plus, 2-3 premières saisons, j'ai habité avec 3 tchécologues, donc c'est pas vraiment facile. Oui, ça parle tchèque à la maison. Voilà, mais du coup, après, oui, petit à petit, ça arrivait, mais au début, c'était vraiment pas facile. Ouais. Justement, le hockey sur glace, il est vu comment en République tchèque? Est-ce que déjà il y a un bon niveau pour le grand public? J'imagine, oui. Ah oui. Mais voilà, comment c'est vu Chez nous, c'est un sport national. Plus que le foot, c'est à peu près la même chose que le foot. Des fois, ça dépend s'il y a du championnat du monde hockey qui normalement ça se passe chaque année. Donc oui, on est des pays de hockey, on est plusieurs fois champion du monde, on est même champion olympique. Oui, c'est vrai. Des 98 quand c'était la première Jeux olympiques. C'est une bonne année 98 finalement pour vous et pour nous quoi. Ouais, c'est vrai. Avec la République tchèque, ouais. Et la France est vue comment en République tchèque sur le hockey? C'est un peu plus difficile. Sur le hockey, oui, c'est pas vraiment un pays je voulais dire la première. On est meilleur en rugby et en foot par exemple, voilà, et en handball aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vu quand même respecté, ouais, parce que vous avez quand même joué à l'équipe de France. Ils ont joué plusieurs années en haut niveau en championnat du monde, donc. Maxime Brossard? Ouais, de toute façon, alors ouais, justement, quand on est dans un pays comme la République tchèque où le hockey est vraiment un sport national, comment on se dit, allez, je vais essayer d'aller en France, c'est peut-être un peu moins coté, mais qu'est-ce qui motive? C'est vraiment le challenge sportif ou c'est plus le côté pour le dépaysement, le côté voyage? Oui, je veux dire, c'est plus des côtés des voyages. Ça dépend des niveaux des joueurs. Bien sûr, chez nous, la concurrence est beaucoup plus élevée. Donc, je ne cache pas, je n'ai pas le niveau des équipes nationales. Donc, c'est pour ça je ne joue pas en NHL, mais en France. Mais c'était quand même un bon challenge au début. Donc, finalement, je suis content que j'ai pris les choix comme ça. Ouais. Et le hockey, c'est automatique quand on est un petit tchèque? On commence de suite à patiner? Oui, normalement, par exemple, moi, j'ai commencé sur une lac gelé. On commence
quand je suis 3 ans ou comme ça. On sait pas marcher, mais on sait patiner. Quoi. À peu près comme ça. Ouais. C'est ça. Le niveau du championnat tchèque, on imagine que c'est comme c'est un sport national, le niveau est professionnel. Bien plus qu'en France, parce qu'en France, c'est, il y a la Ligue Magnus. Il y a la Ligue Magnus qui est au-dessus, mais j'imagine que l'équivalent de la D1, la D2, c'est professionnel. Expliquez-nous un petit peu le hockey en République tchèque. Notre championnat, comme équivalent de Magnus, ça s'appelle Extraliga. Et c'est comme dans le foot, c'est une des 4 ou 5 meilleurs championnats d'Europe. Donc, il y a de Suède, Finlande, Suisse aussi, Russe. Est-ce qu'il y a quelques Canadiens qui viennent? Il y a Eddie Martin, votre coach, qu'on salue, et qui est canadien, qui joue en France. Mais c'est vrai que c'est rare les Canadiens en France. Est-ce qu'il y a un peu plus de Canadiens? On l'explique aux auditeurs, enfin pour ceux qui ne le savent pas, le Canada c'est le monstre du hockey sur glace. Voilà, est-ce qu'il y a beaucoup de Canadiens c'est comme si un Américain au basket venait jouer en France ou en Espagne, pour prendre les exemples là? Non, il n'y a pas beaucoup de Canadiens, il n'y a pas beaucoup d'étrangers chez nous parce qu'on a tellement beaucoup joué tchèques et on voulait essayer de jouer beaucoup plus de gens de Tchèques. Mais c'est vrai, la dernière année, ça arrivait un petit peu plusieurs joueurs étrangers qu'avant parce que peut-être ils sont un petit peu moins chers ou je ne sais pas. Parce que chez nous, il y a une politique de... Pas beaucoup d'étrangers par équipe, protection. La protection un peu plus qu'en France, je pense. Maxime Brossard. Et actuellement, ça fait un petit moment, je crois que la République tchèque n'a pas été trop performante. Moi, je voulais avoir votre avis un peu sur cette équipe de République tchèque, l'équipe nationale, comment elle se porte actuellement? Maintenant, c'est compliqué à dire par rapport au coronavirus et tous les trucs comme ça parce qu'ils n'ont pas joué un seul match depuis le début de la saison. Mais oui, c'est vrai, on est un petit peu moins performant des dernières années. Ça commence déjà en championnat de juniors, des trucs comme ça, où des années avant, on était toujours, je voulais dire, top 4. Et maintenant, c'est compliqué de passer un quart de finale. Donc, on a essayé de commencer sous les jeunes des Républiques tchèques, des petits joueurs les entraîneurs, formation un peu plus, des trucs comme ça. Donc, j'espère bientôt, on va revenir au premier niveau, voir champion du monde au moins. Vous avez quand même un bon niveau de hockey sur glace, bien évidemment, mais vous avez eu quelques propositions, il y a peut-être cet été, même avant, et vous êtes toujours à Toulouse. C'est la ville qui vous fait plaisir? Oui, ça c'est aussi bien sûr le sud de France. Pardon de vous couper, mais parce que vous pouvez jouer pour expliquer. En fait, le Blagnac est l'équivalent de la 3e division, c'est l'équivalent de la 3e division, et de ce qu'on Philippe peut jouer largement en division 2. Pourquoi rester en 3e division? C'est à cause de Toulouse, c'est ça? C'est aussi à cause de Toulouse, il y a du soleil. C'est vrai qu'à Reims et à Tours, il n'y en avait pas beaucoup. À Reims, il y a du champagne quand même. Non, je pense c'est aussi au début c'était aussi pour voyager un petit peu plus et la première saison à Toulouse c'était avec Eddie qu'on parlait tout à l'heure. Maintenant, vous êtes arrivé en 2015 oui, c'est ça. Il était encore des joueurs, c'est mon ami parce qu'on a commencé en France à Reims, on a commencé la première saison ensemble. Donc on est des amis depuis 10 ans. 10 ans, ouais. Et du coup, il m'avait invité, il a dit ouais, tu veux pas jouer avec moi, donc je peux pas dire non. Et maintenant c'est le coach. Ouais, voilà, maintenant c'est le coach. Pas trop dur comme coach, Eddy? Non, ça va. Attention, on est à la radio. On lui envoie tout à la fin de l'émission. On va parler après. Il y a quelque chose qui est pas marrant, vous l'avez un petit peu expliqué, c'est le coronavirus. Comment on gère quand on est sportif de haut niveau ce coronavirus? L'avantage, c'est de voir la famille, mais vous, la famille, j'imagine, en République tchèque. Est-ce que vous êtes rentré en République tchèque? Est-ce que vous êtes resté en France? Comment s'est passé un petit peu le confinement? Oui, quand notre saison finit, j'ai resté confiné comme tout le monde, bien sûr, en France. Donc, après le confinement, j'ai retourné chez moi en République tchèque. Donc, j'ai passé l'été là-bas parce que c'était plus facile. Bien sûr, je voulais voir ma famille, des amis et tout ça.
Et du coup, j'ai fait mon préparation. En plus, j'ai une chance d'avoir une préparation avec une amie qui joue en Russie, en KHL. Ah oui, en KHL, oui. Du coup, c'est un gardien de l'équipe nationale tchèque. Tu vas être en forme, là. J'espère. Hein. qui vient de la même ville que moi. Et du coup, il paye quasiment tous les patinoires pour un mois pour s'entraîner là-bas parce que c'est génial. Finalement, c'est moins cher pour lui que voyager parce qu'en mois-juin, il n'y a pas beaucoup de patinoires qui sont encore la glace de la République tchèque parce qu'ils ont quand même la période de 2 mois quand la glace est dégelée. Du coup, on s'entraîne ensemble, donc je suis content d'avoir une chance comme ça. Et justement, il y a la saison à venir samedi prochain, ça commence. Juste avant de parler sur la saison, en 1 minute, ce poste de gardien, je vous respecte beaucoup, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il faut quand même être fou pour être gardien au hockey sur glace, non? Oui, c'est vrai. Ouais. J'ai lu un truc que tu n'es pas obligé d'être fou pour être gardien, mais ça aide beaucoup. C'est vrai. Il faut avoir envie finalement de se prendre les palets sur oui, sur c'est vrai. Pour ceux qui n'ont jamais vu de hockey sur glace, il y a quand même beaucoup de protection, heureusement d'ailleurs, mais il faut quand même avoir un petit degré un peu plus supérieur, non? Oui, un peu, oui, je pense. J'ai commencé comme un joueur, après... Trop fatigant. Non, j'aime toujours être joueur après la saison, quand j'ai de la chance de jouer entre les amis. Je suis jamais dans la cage, je suis toujours à l'attaque ou comme ça. Et comme le foot, après la saison, je joue toujours le foot, mais jamais à la cage, c'est très grand à la cage. Je suis toujours à l'attaque parce que j'ai pris beaucoup de buts pendant la saison, donc j'ai envie de marquer. Il faut rattraper maintenant. Voilà. Y a la saison donc à venir dès samedi. Quels sont les objectifs des Belugas, en sachant que ça fait quand même quelques années qu'il y a la loupée de la montée en Division 2? Oui, les objectifs, c'est... On va jouer match par match parce qu'on ne sait pas. Maintenant, cette saison, ça va être un peu plus compliqué quand même. Déjà, la préparation, on a été obligé d'annuler, je pense, 3 matchs de prépa à cause du Covid. Voilà, à cause de ça. Et du coup, on verra. C'est la surprise, quoi. Ça va être une petite surprise, mais je pense qu'on a quand même passé une belle préparation et on va tout donner. J'espère que ça va bien. Et j'invite les auditeurs de Sport TV bien à aller voir le hockey sur glace. Maxime, on parle souvent. Maxime vient souvent vous voir. D'ailleurs, vous le connaissez, Philippe Maxime Brossard. Mais c'est vrai qu'il vient souvent et il le dit. Il faut vraiment aller les encourager, les Belugas, parce qu'en plus, c'est là même. On parlait du sport à la télé, du sport. C'est presque même le seul sport où c'est peut-être mieux au stade qu'à la télé. Donc, donc c'est ça la particularité du hockey. Une dernière question, Maxime, pour conclure. Oui, rapidement, savoir un peu quel va être ton rôle dans cette équipe, Philippe, puisqu'il y a quand même pas mal de jeunes là qui sont arrivés. Je pense que là, maintenant, tu fais partie des plus anciens. Donc, qu'est-ce que t'as dit Eddy un peu au début de la saison? Est-ce qu'il t'a dit c'est toi maintenant qui va un peu être l'assistant coach? Oui, c'est à peu près comme ça. On a déjà discuté l'année dernière. Il voulait que je lui aide en vestiaire un peu, avec des gens. Et je voulais apporter mon expérience. Et du coup, ça va être comme ça. Ouais, parfait. Et rendez-vous dès samedi et on va suivre les Belugas tout au long de la saison. Yvan. À Vaujany. À Vaujany. À Vaujany, c'est samedi, hein, c'est bien ça. C'est et ça. j'imagine, je compte sur vous pour le retour du résultat samedi prochain. Merci beaucoup, messieurs. Merci Philippe d'avoir été avec nous dans Sportez-vous bien. Merci à vous. Bonne saison. Vulgairement parlant, désolé, merde pour la saison à venir, en espérant voir les Belugas sur le toit du championnat de Détroit. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Christophe à la réalisation. Merci à Romain à la réalisation vidéo. Merci à vous, messieurs. On se retrouve nous lundi prochain. Mais attention, gros week-end. Ce week-end, il y a un gros week-end avec le volley, le handball. Donc, on vous mettra les vidéos et les interviews des joueurs et on espère que les Spacers vont gagner sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. Sur les réseaux sociaux de Sportez-vous bien, parce que les Spacers de Toulouse vont jouer les demi-finales et on l'espère la finale de la Coupe de France de volley. D'ailleurs, c'est à Toulouse, vous pouvez encore récupérer vos places, c'est au Palais des Sports de Toulouse à Compense Caffarelli. Merci beaucoup, messieurs, merci à tous et nous on se retrouve lundi prochain dans Sportez-vous bien. À bientôt. Bonne soirée.